Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un cours ensemble sur le compresseur. Bientôt niveau 4, vous allez faire partie des cadres de votre club et par conséquent vous êtes à même d'intégrer l'équipe technique et notamment à ce titre de participer à l'entretien, l'utilisation du compresseur. Et c'est important de bien savoir comment fonctionne cet appareil qui est au cœur de notre activité. Au travers de ces connaissances, vous comprendrez mieux également quels sont les phénomènes qui peuvent arriver dans notre bouteille, notamment en matière de CO2 ou d'humidité. Je vous propose de procéder de la manière suivante, d'aborder très rapidement quelques rappels sur les pressions et les volumes, le principe du fonctionnement en travaillant de manière finalement chronologique depuis l'entrée d'air jusqu'à sa sortie. Ensuite, de voir les caractéristiques générales d'un compresseur, qu'est-ce qui définit un compresseur, les conditions d'entretien et la réglementation élémentaire, les consignes d'utilisation d'un point de vue purement pratique, comment on utilise des tampons, et enfin, l'incidence de la compression sur la pression et les volumes. Débutons. Tout d'abord, rappel pression-volume, c'est nécessaire parce qu'on parle de compresseur et par conséquent, on va évoquer ces deux aspects-là. Vous savez tous qu'une pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface. Fonction, donc, cette pression, c'est la force que divise la surface, ou cette force, c'est une pression que multiplie une surface. Vous êtes tous également des férus de Mariotte. Vous savez que la pression est inversement proportionnelle au volume. Plus la pression augmente, plus le volume diminue. Et inversement, quand la pression diminue, le volume augmente. Ce qui nous donne la loi de Mariotte dans des conditions normales de pression ou de température. PV est égal à constante ou une pression 1 multipliée par un volume 1 est égal à une pression 2 que multiplie un volume 2. Rentrons dans le vif du sujet. Donc un compresseur, c'est une machine mécanique. Elle présente forcément un moteur pour l'entraîner, un moteur qui peut être électrique ou thermique. Et on verra plus tard l'intérêt de l'un ou de l'autre. C'est également invariablement composé d'un moyen de compression. Chez nous, dans le domaine de la plongée, dans notre activité, le moyen le plus utilisé est le compresseur à piston. Et les éléments clés de ce compresseur sont le piston qui circule dans un cylindre et des clapets qui permettent de faire entrer et sortir l'air. Mais on trouve également un système de filtration, et on verra pourquoi plus tard, mais les points essentiels à retenir, sont que ces filtres permettent de supprimer de l'eau, de l'huile et des poussières. Et enfin, une chaîne de distribution de l'air, une fois qu'il est comprimé, il faut soit le stocker, soit l'utiliser, et on verra comment. Donc, attaquons le fonctionnement d'un compresseur en commençant par le moyen de compression. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la compression repose sur les compresseurs à piston sur une chambre, un cylindre, dans lequel un piston vient comprimer de l'air qu'on a fait rentrer. Cette phase d'entrée d'air s'appelle l'admission. Elle repose sur un clapet d'admission qui, lorsque arrive l'air, entre la dépression créée par le piston et le ressort, vient compenser la force du ressort et l'air rentre dans la chambre. Le piston continue de descendre et il finit sa course et ensuite remonte. Cette phase s'appelle la compression. Donc forcément, compression dit réduction du volume. Et enfin, quand la pression souhaitée est atteinte, il y a une phase d'échappement ou de refoulement. Et à ce moment-là, le clapet d'échappement ou de refoulement vient libérer l'air et permet de passer à l'étape suivante. Alors justement, l'étape suivante, c'est souvent un
un autre ensemble, clapet-piston, qu'on appelle étage. Cet ensemble s'appelle un étage, qui permet d'augmenter progressivement la pression du gaz. Pourquoi cela? Parce qu'on pourrait imaginer, de manière tout à fait théorique, un immense piston qui contiendrait tout l'air nécessaire pour gonfler une bouteille et une machine mécanique qui viendrait pousser ce piston et comprimer en une fois la totalité de l'air à mettre dans une bouteille de plongée. L'inconvénient de ce dispositif-là, même s'il serait très intéressant, c'est qu'il faudrait une puissance mécanique énorme pour animer cet ensemble et comprimer l'air. Donc on va travailler par étapes successives, on va répéter l'opération que j'ai décrite tout à l'heure, n fois, de manière à atteindre la pression souhaitée. Donc on voit ici sur le schéma qui est représenté 4 étages, 4 ensembles cylindres plus piston, qui sont animés par un moteur qui entraîne un vilebrequin, et ce vilebrequin vient tour à tour faire manipuler ou faire bouger les pistons, et progressivement on augmente la pression en diminuant simultanément ou progressivement le volume de chaque piston. Et là on est en plein dans l'application de la loi de Mariotte. Vous voyez que la pression du premier étage multipliée par son volume est égale à la pression du deuxième étage, qui est son volume est un peu plus petit, mais sa pression est plus grande. Et chaque cylindre, donc étant un étage, on peut en faire autant qu'on en veut. Maintenant, abordons la notion de taux de compression. Le taux de compression, c'est le rapport entre la pression de sortie et la pression d'entrée. Il peut être exprimé aussi de la manière suivante. La différence de volume entre ce qu'on appelle le point mort haut et le point mort bas. Pardon, entre le point mort bas et le point mort haut. Vous avez ici, sur le schéma, deux représentations. Vous avez à droite la partie avec le volume maximum qu'on appelle le point mort bas, c'est-à-dire la partie la plus basse à laquelle peut descendre le piston, qui remonte, et donc vous avez le volume, dans l'autre côté gauche, le volume minimum que peut occuper l'espace, qu'on appelle le point mort haut. Ce rapport, donc on appelle le taux de compression, est propre à chaque étage. On va prendre un exemple, un compresseur à 3 étages, où chacun des étages aurait un taux de compression de 6, pourrait, de manière totalement théorique, amener la pression de l'air jusqu'à 216 bars. Je vous ai fait le petit calcul en dessous. En premier étage, admission, l'air est à la pression ambiante, c'est-à-dire 1 bar. On lui applique un taux de compression de 6, donc on multiplie par 6 bars en sortie du premier étage. Lorsqu'il va rentrer, l'air à 6 bars va rentrer dans le deuxième étage, il va subir à nouveau un taux de compression avec un rapport de 6, et va être multiplié par 6, nous aurons 36 bars en sortie du deuxième étage, etc. Et au troisième étage, nous aurions une pression de 216 bars. Et cela, donc là, pour l'exemple, j'ai mis 3 taux de compression identiques. On pourrait avoir des taux de compression différents en fonction des étages. C'est fonction de la taille du volume de la chambre ou du cylindre. Dernière étape, je vous ai dit théoriquement à chaque fois. Pourquoi théoriquement? Parce que l'air, en s'échauffant, ne permet pas d'appliquer ce taux de compression théorique. En effet, si jamais on avait une augmentation de la pression constante et une augmentation de la température constante, on aurait par exemple de l'air à 1 bar qu'on comprime à 200 bars, nous ferait augmenter la température jusqu'à 1100 degrés. L'air ambiant passerait de 20 degrés à 1100 degrés dans la chambre. C'est absolument théorique. Par conséquent, pour ne pas atteindre ces températures excessives, entre chaque étage, on force le refroidissement de l'air de manière à ce que quand l'air rentre dans l'étage suivant, il démarre avec une température relativement basse. Vous avez un exemple sur le schéma qui est représenté ici. La température monte de 20 degrés
jusqu'à 130, 140 degrés au bout de 6 bars, enfin pour arriver à 6 bars. On la refroidit et hop, on la reprend aux alentours de 35 degrés et on lui applique de nouveau un taux de compression. Donc en conclusion, lorsque on augmente la pression de l'air, il faut la refroidir, il faut refroidir l'air. Il faut également récupérer l'eau de condensation et filtrer l'air pour éliminer les résidus d'huile et notamment les résidus d'huile qui a chauffé, puisqu'on a vu que ça chauffait énormément. Donc abordons ces 3 étapes. Le refroidissement, je vous l'ai dit, un taux de compression élevé fait augmenter la température. Donc il faut refroidir cette température, enfin cet air. Pour cela, on passe l'air dans des serpentins, une succession de serpentins, qui sont eux-mêmes refroidis par le ventilateur. Donc on met un ventilateur au bout du vilebrequin qui entraîne les différents pistons du compresseur. Et donc, cette circulation d'air générée par le ventilateur vient en même temps refroidir les ailettes du compresseur. Pardon, les ailettes, pas seulement, et les serpentins. Et puis également, sur chaque cylindre, on y met des ailettes, une succession, je vais vous en montrer un dans quelques secondes, une succession d'ailettes qui vont permettre d'accroître les surfaces d'échange et donc le refroidissement. Donc voilà un exemple de compresseur. Vous voyez ici les serpentins, dans lesquels circule de l'air qui est très chaud au début et qui va refroidir progressivement. Et puis ces serpentins profitent de la circulation d'air créée par le ventilateur. Le refroidissement, donc vous l'imaginez bien, est quelque chose de très sensible, très critique. C'est pour ça qu'il faut régulièrement entretenir votre compresseur en notamment le dépoussiérant et en ventilant bien, naturellement, le local dans lequel il est installé. Maintenant, qui dit température, dit décantation, puisque température va générer donc, de l'air chaud qui contient de l'eau, et lorsqu'on va le refroidir, on va générer de la condensation. Donc cette eau, elle est plus importante que dans l'air ambiant à pression ambiante. Le fait est qu'on utilise de l'air qui est d'abord souvent avec une hygrométrie plus élevée parce qu'on est près de la mer ou parce qu'on est outre-mer ou éventuellement parce qu'on est dans des régions qui sont plus humides. Et je ne ferai pas de mauvaises plaisanteries sur le fait qu'on se trouve à l'ouest. En le compressant, on vient ajouter à cette hygrométrie qu'on sature le fait de comprimer l'air, on le sature en eau, on arrive jusqu'à un taux d'hygrométrie de 100%. Donc il faut absolument chasser cette eau. Et cette eau, on le fait grâce à des séparateurs ou des décanteurs. Alors comment ça fonctionne un décanteur? Vous avez l'entrée d'air qui arrive par le bas, qui est projetée donc, dans un cylindre. Elle est projetée sur la surface du séparateur, surface qui est froide. Et en arrivant donc, au contact de cette partie froide, l'eau se condense, elle tombe en bas, est évacuée. Pendant ce temps-là, l'air, lui, sort par la partie supérieure. C'est très schématiquement, ça fonctionne comme ça. Avec cette eau, c'est le texte que vous avez en bas, on y trouve de l'eau, certes, mais également des petits déchets d'huile, des résidus de l'huile de lubrification du cylindre et piston qui sont agglomérés avec l'eau. L'objectif de cette décantation, c'est surtout d'enlever l'eau. D'abord, c'est permettre d'accroître le taux de compression, ou plutôt la compression, puisque l'eau n'est pas compressible, mais également la supprimer de manière à ce que nos bouteilles ne rouillent pas, de manière à avoir de l'air sec. Maintenant, donc on l'a vu, on a augmenté la pression de l'air, on l'a fait chauffer, elle a chauffé, on l'a fait passer dans un refroidisseur, on lui a enlevé son eau.
Maintenant, donc elle est toujours à pression élevée. On va sécuriser l'installation. Pour cela, on installe des soupapes de sécurité qui sont tarées aux pressions que l'on souhaite. Ici, vous avez le schéma d'une soupape de sécurité. Donc, une soupape de sécurité, c'est ni plus ni moins qu'un clapet qui est sur un ressort adapté, enfin, qui exerce une pression ou une force équivalente à la pression que l'on souhaite obtenir. Et éventuellement, ce ressort est réglable. On enlève ce petit capuchon, là, ici. Là. Et avec une clé, on vient tourner l'écrou qui se trouve ici, au bout de ma flèche, et on vient éventuellement comprimer le ressort pour régler la tare. Cet élément de sécurité permet d'éviter d'avoir une pression trop élevée dans un des étages et de dégrader l'installation. Donc une soupape de sécurité, on en trouve une à chaque étage. La réglementation prévoit que ces soupapes de sécurité sont tarées à environ 10%, maximum 10% au-dessus de la pression de service de l'étage concerné. Maintenant, le filtrage. On a sécurisé l'installation, mais on a des choses qui se baladent dans l'air. Donc il va falloir commencer à le nettoyer. Donc le filtrage, il nous permet d'enlever l'eau et l'huile. On a déjà parlé un peu dans les décanteurs, mais ce n'est pas suffisant, il en reste encore. Mais ça permet également d'enlever les particules et les oxydes métalliques, c'est-à-dire les petits bouts de métal qui ont été arrachés par le frottement des pièces métalliques les unes contre les autres. Les gaz toxiques, et en particulier le CO2, mais également les gaz d'échappement monoxyde de carbone, le CO. Également les poussières, puisque l'air contient de la poussière. Alors, le premier niveau de la filtration s'exécute, ou est réalisé au niveau de la prise d'air. Donc c'est la première étape. Là, vous avez deux exemples de prise d'air. Vous avez un compresseur thermique sur le côté droit, un petit compresseur transportable. La prise d'air, vous voyez, est opposée au sens du vent. Dans le sens du vent, de manière à ne pas à ce que les gaz d'échappement ne soient pas aspirés par le compresseur, mais également en hauteur, de manière à éviter justement de prendre ces vapeurs. Et puis vous avez sur le côté gauche un compresseur beaucoup plus solide et costaud, qui est avec une installation permanente où la prise d'air, elle, est sous la forme d'un col de cygne qui va être installé par exemple au sommet d'un bâtiment, de manière à là aussi éviter par exemple les gaz d'échappement des véhicules qui sont à proximité. Mais également, ce col de cygne va permettre d'éviter de l'eau de pluie par exemple de rentrer dans le circuit d'air. On va également protéger, grâce à des filtres, protéger l'entrée d'air de brindilles ou d'insectes ou toute chose qui pourrait rentrer. Et puis, on peut compléter ça par un filtre papier ou textile ou centrifuge qui permettra de bien sécher ça, un peu comme un filtre de voiture. La deuxième étape de la filtration, elle se déroule plutôt à la fin. Donc une fois qu'on a passé l'ensemble des étages, qu'on arrive avec notre air qui est à la pression désirée, et bien juste avant de pouvoir l'utiliser, on va appliquer un dernier filtrage qui va finir de tout nettoyer. Il est constitué d'un tamis moléculaire. Alors ce tamis moléculaire, vous en avez sans doute déjà vu, c'est des petites billes blanches ou beiges qui servent à capter, qui absorbent l'humidité en quelque sorte, qui permettent d'éviter ou de supprimer les dernières traces d'eau. Ces dernières traces d'eau vont permettre naturellement d'éviter la corrosion du bloc, mais également d'éviter par exemple le givrage du détendeur. On trouve également dans un filtre terminal du charbon actif. Ce charbon actif, donc, c'est sous forme de petits granulats noirs. Il est là pour absorber les vapeurs d'huile, les odeurs toxiques, les choses comme ça. Vous en avez déjà vu, ça ressemble un peu aux filtres de Hoth qui sont représentés sous la forme là plutôt d'une mousse. Les feutres et des mousses qui sont uniquement un peu comme de la feutrine mais en plus épais, qui sont des filtres qui vont finir de nettoyer les poussières les plus fines. Et puis éventuellement,
on trouve sur les compresseurs les plus importants de l'opcalite. C'est un matériau qui permet de transformer le monoxyde de carbone en CO2. Donc un peu dangereux, c'est que si l'eau n'est pas suffisamment correctement enlevée dans le dispositif de filtration, les charbons actifs ne sont plus efficaces puisqu'ils se dégradent ou ils perdent de leur qualité lorsqu'ils sont humides. Et un produit qui transformerait le monoxyde de carbone en CO2, il faut bien s'assurer que le filtrage de l'eau est efficace derrière. L'ensemble de ces filtres sont installés soit dans une cartouche de grande taille, c'est le dessin que vous avez à gauche, donc ça c'est plutôt un grand ensemble, ou sur des petites cartouches qu'on vient remplacer et vous retrouvez en couches successives dans cette petite cartouche bleue par exemple l'ensemble des éléments et on peut renouveler la cartouche. Donc voilà, on a fini de filtrer, l'air est arrivé à la pression souhaitée, il est filtré, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on peut soit directement déverser cet air dans les bouteilles de plongée, ou alors on peut le stocker dans des bouteilles tampons. Là, vous avez une installation type avec, vous voyez, la rampe de gonflage qui se trouve sur le côté droit, sur l'image. Et sur le côté gauche, vous avez 4 tampons magnifiques, en révisé, tout blanc, tout neuf. Donc, on trouve dans cette rampe soit des tampons, si le club a la chance d'en avoir, des manomètres qui vont permettre soit d'indiquer la pression finale et la pression dans les différentes rampes que l'on gonfle, mais on peut avoir également des déports, des pressions qui sont interétages du compresseur. Des vannes qui vont vous permettre d'ouvrir et de déverser l'air dans un bloc ou un tampon et d'organiser la distribution de l'air, mais ça peut être également des vannes qui vont vous servir à purger l'installation. Des flexibles de chargement, vous en avez ici qui sont représentés sur la photo, qui servent à alimenter les bouteilles et qui sont au bout équipés soit d'un étrier ou d'un DIN, un montage DIN ou étrier. Et des soupapes tarées aux pressions de service, de manière à éviter de gonfler, par exemple si les tampons font 300 bars, d'éviter de déverser 300 bars dans les bouteilles. On a une soupape de sécurité qui va nous permettre d'éviter ce genre d'incident. Et puis également, éventuellement, des détendeurs. Si par exemple vous avez une installation avec des blocs qui peuvent être gonflés à 240 bars et puis d'autres blocs qui sont limités à 180 bars, vous pouvez avoir une installation à 2 niveaux et avec un détendeur entre ces 2 niveaux. Donc voilà, de manière symbolique, représenter une rampe de gonflage. Vous avez à droite la série de tampons qui déversent deux canaux d'alimentation avec les chiffres 1 et 2 qui sont au-dessus à côté des petits manomètres qui sont des vannes. Et ensuite, vous desservez l'air dans les rampes A, B, C et D qui chacune donc permet d'alimenter une bouteille séparément ou tout ensemble. Au final, maintenant qu'on a remis tous les éléments, donc reprenons. Un compresseur, donc c'est un moteur qui vient entraîner un vilebrequin ou un arbre à cames. Ce vilebrequin ou cet arbre à cames manœuvre des pistons qui bougent dans des cylindres et qui vont venir comprimer l'air, air qui rentre via des clapets d'admission et des clapets de refoulement. Au milieu de tout autour de cette installation, on trouve un filtre initial qui est la prise d'air. Ensuite, on a un système de refroidissement à chaque étage qui permet de réduire la température de l'air. De la condensation ou des condenseurs, et on n'en trouve pas toujours un au premier étage, il est surtout présent dans les environnements très humides, par exemple outre-mer, mais sinon on en trouve sur les autres étages. Des soupapes de sécurité, c'est ce qui est représenté ici, qui permettent de sécuriser l'installation et d'éviter de dégrader notamment les filtres, les décanteurs et les serpentins. Et éventuellement des manomètres entre chaque étage qui permettent de s'assurer que l'installation fonctionne bien. On termine l'installation avec 2 dispositifs qui sont
d'une part l'ensemble des filtres de la cartouche filtrante, une soupape de sécurité, un clapet anti-retour, pardon, qui permet de s'assurer que l'air, par exemple, des tampons, si ici on a 300 bars, ne viennent pas retourner dans l'installation. Et enfin, une purge des condensats qui va venir récupérer l'eau et les condensats qui sont dans chacun des étages, récupérés par chacun des étages du compresseur. Voilà, donc c'était la vision schématique. Voilà la vision d'un compresseur. Ici, c'est un compresseur, un schéma issu de chez Bauer, avec un peu éclaté. Vous voyez ici, ces pièces-là sont les différents étages. La prise d'air, qui est sous la forme d'un filtre comme d'un filtre de véhicule. Les différents étages de compression, donc on l'a dit. Les serpentins qui viennent permettre le refroidissement de l'air. Les décanteurs qui permettent de récupérer l'eau. Voilà. Et la lubrification de manière à s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'échauffement. Et on reviendra un petit peu dessus après. Alors les critères de choix d'un compresseur, maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait. Un compresseur, le point le plus important, c'est naturellement son débit. Si vous avez, par exemple, 20 blocs à gonfler à chaque sortie, c'est sûr qu'avec un compresseur qui va vous livrer de 3 mètres cubes à l'heure, vous allez mettre énormément de temps à gonfler vos blocs. Il vous faudra plusieurs heures et vous risquez en plus de affaiblir mécaniquement l'engin. Donc il faut prendre un compresseur qui est capable de produire de l'air en quantité suffisante et suffisamment vite pour son besoin. La pression de sortie. Si vous avez un compresseur, vous gonflez vos blocs à 200 bars et que vous avez une pression de service ou une pression de sortie du compresseur qui est de 200 bars, il va fatiguer pour atteindre ces 200 bars. Donc il sera mieux d'avoir un compresseur 300 bars, par exemple, qui permettra de ne pas utiliser l'appareil aux limites et de comprimer l'air à 200 bars plus facilement. Sa motorisation. Donc, on y revient donc, thermique ou électrique. En fonction du besoin, si par exemple vous avez besoin de transporter votre compresseur, ce sera plus facile d'avoir un compresseur thermique, vous serez plus autonome. Électrique, il vous permettra de faire une installation à demeure et éviter des gaz d'échappement par exemple. Donc c'est ce qui guidera votre choix, mais il y a d'autres éléments. Le mode de compression, donc on l'a dit, le plus fréquent dans le monde de la plongée, c'est les compresseurs à piston. Mais on trouve également des compresseurs à membrane qui permettent notamment d'obtenir du nitrox et de différencier le type de gaz que l'on filtre. En fonction des automatismes également, c'est-à-dire que les condensats peuvent être purgés automatiquement ou manuellement. Donc si c'est fait manuellement, c'est environ toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Automatiquement, c'est lorsque la pression des condensats est trop élevée, un automatisme vient les purger tout seul. Le coût, naturellement, du compresseur, et c'est un point important qui guidera votre choix. Donc je vous ai mis quelques photos de compresseurs. Ici, vous voyez, donc c'est que des compresseurs Bauer que j'ai récupérés sur leur site. Vous avez 2 fois le même compresseur, un avec une motorisation, celui du haut, une motorisation thermique, et ici, le même petit compresseur avec une motorisation électrique. Vous avez un modèle caréné, donc qui présente l'intérêt d'être beaucoup plus silencieux, qui est un peu plus gros que celui qui est au-dessus, donc qui lui est fixe. Autre matériel de compression, alors là beaucoup plus riche, beaucoup plus important, où tout est intégré, a priori qui a un débit plus élevé. Et puis il y a d'autres, pour ceux qui ont vraiment les moyens, ça c'est le genre de compresseur transportable qui se met sur une remorque ou dans un camion. Et on trouve même des tampons qui sont installés à demeure directement sur le compresseur. Maintenant, quelques mots sur l'entretien et la réglementation. Donc un compresseur, ça s'entretient de manière régulière d'abord. Il faut purger les condensats, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça peut être automatique, mais si ça ne l'est pas, il faut le faire manuellement, régulièrement. Il faut déclencher la purge et par conséquent être présent lorsque le compresseur fonctionne. Il faut renouveler les niveaux d'huile
en fonction des heures de fonctionnement. Alors, ce n'est pas n'importe quelle huile, puisque les températures vont être très élevées. On utilise des huiles minérales ou synthétiques, c'est-à-dire des huiles qui vont supporter des hautes températures et qui ne vont pas se dégrader et brûler du fait de la montée de température. Il faut changer les filtres. Là aussi, c'est fonction du nombre d'heures d'utilisation et puis peut-être de l'environnement. Par exemple, s'il y a beaucoup d'humidité dans l'environnement, il faudra peut-être renouveler le filtre plus souvent. Donc ça, c'était l'entretien, on va appeler ça premier échelon, tout régulier. Mais également un entretien d'un niveau supérieur qu'il faut faire. Le dépoussiérage, on l'a vu tout à l'heure. Le dépoussiérage est quelque chose d'important puisqu'il conditionne le refroidissement. Il y a également les TIV et le recyclage de tous les éléments sous pression. Donc ça peut être les tampons qui se trouvent associés au compresseur, mais c'est également les parties qui sont sous pression, à savoir les décanteurs notamment, ou le container qui contient les cartouches filtrantes. Le tarage des soupapes, elles peuvent se dérégler ou elles peuvent, à force, peuvent se fatiguer. Il faut, une fois qu'elle se dérègle, il faut la faire régler et replomber de manière à s'assurer que l'installation a bien été bien conforme. Et puis il faut également analyser l'air faire analyser l'air de manière régulière, de manière à s'assurer que il n'y a pas de dégradation ou de fuite, par exemple, d'huile dans l'installation et qu'on ne met pas en danger les plongeurs. Comme c'est une installation qui est sous haute pression, il y a des documents à afficher obligatoirement. La liste des personnes habilitées à utiliser l'installation qui doivent avoir été formées à l'utilisation de cette station. Les consignes de sécurité et d'usage, comme les documents constructeurs, on doit les trouver à proximité du compresseur. Et le dossier d'entretien qui nous dit notamment, la dernière fois qu'on a changé la cartouche filtrante, c'était à la 650e heure, par exemple, etc. Quelques consignes d'utilisation. Un compresseur, c'est un matériel qui peut être dangereux s'il est mal utilisé. Donc, par conséquent, il faut le confier à du personnel qualifié. Alors, qualifié, c'est des gens qui ont simplement été formés par le club. Il faut vérifier l'entretien avant de gonfler. Il faut vérifier l'entretien, s'assurer sur un auramètre, donc c'est le petit appareil que j'ai indiqué ici, qui mesure le nombre d'heures de fonctionnement, qu'on a bien renouvelé l'huile et les filtres. Il faut s'assurer que les blocs que l'on va gonfler ont bien été rééprouvés et sont en bon état. On va vérifier la pression de service de ces blocs, pas gonfler à 250 bars un bloc qui est donné pour une pression de service de 180 bars, sinon il sera rééprouvé, ce sera efficace. Il faut penser à purger les robinetteries des blocs, puisque vous allez injecter de l'air sous pression, et si votre robinetterie contient encore de l'eau, cette eau va rentrer dans le bloc. Il faut éviter les trop nombreux spectateurs. La compression et l'accès au compresseur est quelque chose d'un peu sérieux, pour ne pas dire sensible, et par conséquent, il faut être plutôt au calme pour le faire et éviter d'avoir trop de monde dans les pattes. Et enfin, il faut penser à purger régulièrement les condensats, je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas revenir dessus. Faisons maintenant une petite aparté sur l'utilisation des tampons avant de conclure. Les tampons, donc, c'est un système de stockage de l'air. Donc ici, on a une installation qui nous donne, par exemple, qui est composée de 6 tampons qui font chacun 50 litres et qui ont une pression de service à 300 bars. Donc ils sont gonflés à 300 bars. Et on a 2 blocs à gonfler. Un bloc de 12 litres dans lequel il reste 30 bars. Et un deuxième bloc de 15 litres à qui il reste 70 bars. Alors comment est-ce qu'on procède pour résoudre ce genre de problématique? Tout d'abord, on met en communication les 2 blocs. On imagine qu'ils constituent un bloc, un ensemble virtuel. Et donc, on fait la somme des 2 volumes, donc de B1 et de B2, ce qui nous donne 27 litres, 12 litres plus 15 litres. Et on fait le rapport par rapport au
pression. Et il nous reste, donc ça nous fait une pression moyenne de 52 bars dans ces 27 litres. Il nous manque donc 176 bars pour atteindre les 230 bars souhaités lors du gonflage. Ce qui fait donc 176 bars multipliés par 27 litres, il nous manque 4752 litres pour atteindre la pression. Donc ces 4752 litres, on va les prélever dans les tampons qui, une fois qu'on les aura déduits, on pratique de la même manière, c'est-à-dire qu'on fait le même calcul ici qu'on a fait pour les deux blocs, on procède de la même manière pour les tampons, ici. Une fois qu'on a déduit la pression manquante, à savoir les 4752 litres, le volume manquant, pardon, il nous restera 284 bars dans chacun des 6 tampons. Maintenant, voyons en dernier point les effets de la température sur la pression et les volumes. On l'a vu tout à l'heure, Mariotte, qui nous dit que PV est égal à constante, suppose que la température soit constante également. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de variation de température. Mais lorsqu'on fait du gonflage, de la compression de l'air, la température augmente. Elle augmente de manière importante, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est obligé de prendre en compte cet élément-là. Donc on y ajoute une nouvelle loi qui s'appelle la loi de Charles ou de Gay-Lussac, qui nous dit qu'à volume constant, la pression augmente lorsque la température augmente. Donc la pression est fonction de la température à volume constant. Cette augmentation, elle est proportionnelle à l'élévation de température. Attention, dans la formule à appliquer, la pression est exprimée en Kelvin, en degrés Kelvin. Alors comment on transforme des degrés Kelvin à partir de degrés Celsius? Donc voilà un petit dessin. Il faut savoir que le 0 degré Celsius correspond à 273 degrés Kelvin. Dit autrement, le 0 degré Kelvin correspond à moins 273 degrés Celsius. Donc pour obtenir la température en degrés Kelvin, on prend la température en degrés Celsius à laquelle on ajoute 273. À l'inverse, si vous avez la température en degrés Celsius, vous retranchez 273 degrés à la température en degrés Kelvin pour obtenir la température en degrés Celsius. Donc, se rajoute un nouveau terme. Donc, PV sur T est égal à constante. La pression multipliée par le volume sur la température exprimée en Kelvin est égale à constante. Mais dans notre équation, on va considérer que le volume est constant. Et là, on se retrouve avec une nouvelle formule qui est pression sur température est égale à constante. En pratiquant de la même manière que pour Mariotte, on peut utiliser cette formule pour ce type d'exercice, par exemple, ou d'exemple. Vous venez de gonfler un bloc de 15 litres qui, lorsque vous lisez au manomètre sa pression, il affiche 230 bars. Et vous mesurez ce bloc, vous apercevez qu'il est très chaud, il est à 50 degrés environ. Quand on va le laisser reposer toute la nuit et qu'on va le récupérer le lendemain matin, il ne fera plus que 15 degrés. La température du bloc ne sera plus que 15 degrés. Quelle sera la la pression à laquelle sera notre bloc quand il aura retrouvé sa pression normale? Donc on va appliquer la petite formule, un peu comme on faisait avec Mariotte. La pression à atteindre, l'inconnue, c'est égal à la pression 1, la pression de départ, c'est-à-dire 230 bars, sur la température exprimée en Kelvin. La température donc était de 50 degrés. Et on va le multiplier par la température de terminale à atteindre à 15 degrés, exprimée elle-même en Kelvin. Quand on applique l'opération, on trouve 205 bars. Vous voyez que l'effet de la température est importante sur la variation de volume. En une nuit, notre bloc aura perdu 25 bars. Son volume aura, sa pression aura réduit puisque son volume ne peut pas bouger. Voilà, j'en ai terminé sur ce cours sur les compresseurs. Je vous remercie de votre attention. Avant de conclure, je vous ai mis quelques références. Je vous recommande en particulier le site d'Henri Lebris qui
remarquablement documenté et très abouti sur les matériels de plongée. Également le site de Bobon Plongée qui a une documentation très complète sur le compresseur et l'usage du compresseur. Merci de votre attention.